Vous me croiriez, vous? Si votre mère, une femme de 62 ans aux cheveux poivre et sel et aux mains usées par une vie de dévouement à ses enfants, vous annoncez soudainement qu'elle est enceinte. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté pétrifié. Une nouvelle impossible à croire, mais aussi impossible à ignorer. Poussé par un étrange pressentiment, j'ai secrètement installé une caméra chez elle. Ce que j'ai découvert sur les enregistrements m'a fait m'effondrer sur place. Mon corps tremblait, mon cœur semblait s'être arrêté. Derrière le sourire doux de ma mère se cachait un terrible secret et une conspiration cruelle. Si je n'avais rien découvert, notre famille aurait être tout perdu, pour toujours. Laissez-moi vous raconter cette histoire bouleversante. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé être confronté à une situation aussi terrible. Ma mère, Sylvie, a 62 ans cette année. Ses cheveux sont parsemés de gris et son visage est sillonné de rides. Celles qui marquent le coin de ses yeux sont les témoins silencieux des années de sacrifice qu'elle a consacrées à nous élever. Depuis la mort de mon père, elle vit seule dans un petit pavillon en grande banlieue parisienne, en Essonne. Ma femme, Chloé, notre fils et moi lui rendions visite de temps en temps, c'était tout. Mais il y a un mois, ma mère m'a appelé. Elle avait quelque chose de très important à me dire. Le tremblement dans sa voix m'a immédiatement alarmé. Je craignais qu'elle ne soit malade. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a servi une tasse de tisane, puis m'a longuement regardé en silence avant de prononcer la phrase qui allait me glacer le sang. « Julien, mon fils, je suis enceinte. » J'ai cru avoir mal entendu. Mon cœur battait la chamade, ma tête tournait. Une femme de 62 ans, enceinte? C'était biologiquement impossible. D'une voix tremblante, j'ai demandé « Maman, tu es sûre ?» Elle a baissé la tête, ses doigts fébriles caressant sa tasse. Elle m'a dit qu'elle était allée à l'hôpital et que le médecin avait confirmé la nouvelle. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est son refus total de me dire qui était le père. Pendant des jours, l'angoisse m'a empêché de dormir. 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Qui pouvait bien être cet homme? Pourquoi ma mère gardait-elle le secret? Et surtout, quel impact cette situation aurait-elle sur l'honneur de notre famille? Ma femme, Chloé, était tout aussi bouleversée que moi. Avec un regard suspicieux, elle m'a dit « Tu ne crois pas qu'elle se serait fait arnaquer par quelqu'un? Tu dois absolument tirer ça au clair. » Je ne voulais pas douter de ma mère, mais rationnellement, je savais que je devais connaître la vérité. Après plusieurs nuits d'insomnie, j'ai pris une décision. J'allais installer une petite caméra dans le salon de sa maison, dissimulée de manière à ce qu'elle ne la remarque pas. J'espérais y trouver un indice, ne serait-ce qu'un petit détail. Les enregistrements du premier jour n'ont rien révélé d'anormal. Ma mère faisait le ménage, préparait ses repas, regardait la télévision. Mais le troisième soir, vers 22 heures, j'ai vu un homme d'une cinquantaine d'années entrer chez elle. Il portait une casquette de baseball enfoncée sur la tête et marchait d'un pas rapide. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que ma mère ne semblait pas du tout surprise. Elle lui a ouvert la porte comme si elle l'attendait. Il chuchotait si bas que je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Un instant plus tard, l'homme a tendu une enveloppe à ma mère, puis ils se sont assis côte à côte à la table. J'ai vu sa main se poser sur l'épaule de ma mère. Mon cœur s'est mis à battre furieusement. Mes mains serraient si fort le téléphone que mes jointures en sont devenues blanches. La colère et la confusion se mélangeaient en moi. Qui était-il? Pourquoi ma mère se montrait-elle si familière avec lui? Et quel était son lien avec cette grossesse? J'ai décidé de ne rien demander à ma mère pour l'instant. Il me fallait des preuves plus solides. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce que j'allais voir la nuit suivante me plongerait non seulement dans le choc, mais dans un désespoir si profond que j'ai cru que le sol s'effondrait sous mes pieds. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque fois que je fermais les paupières, l'image de cet inconnu, assis tout près de ma mère, me revenait en mémoire. Depuis la mort de mon père, je ne l'avais jamais vu aussi proche de quelqu'un. Mon esprit était un chaos de curiosité, de colère et de peur. Si cette histoire venait à se savoir, comment les voisins, la famille, nous regarderaient-ils? Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai déposé mon fils à l'école, salué Chloé et fait semblant de partir au travail. Mais mes pas m'ont mené ailleurs. J'ai décidé de passer chez ma mère plus tôt que prévu pour évaluer la situation. Quand je suis arrivé, le portail était fermé. J'ai attendu un instant avant de frapper. Ma mère a ouvert.
Elle semblait un peu surprise, mais m'a vite gratifié d'un large sourire. Quelle bonne surprise, Julien. Que fais-tu ici si tôt? J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Tout était impeccablement rangé, rien de suspect. J'ai voulu l'interroger subtilement, mais en croisant son regard doux et ses yeux ridés, les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je me suis contenté de parler de choses et d'autres, m'enquérant de sa santé et de ses repas. Le soir même, j'ai de nouveau visionné les enregistrements. À la même heure, l'homme est réapparu, mais cette fois, la lumière du salon était allumée, et j'ai pu voir son visage distinctement. C'était un homme d'environ 55 ans, au teint hâlé, aux yeux profonds et au front large. En entrant, il a posé sa casquette sur la table et a sorti une boîte de médicaments de sa poche. Ma mère l'a accepté avec un regard plein de gratitude. Ils ont parlé plus longtemps que la veille, et elle lui a même servi une tisane. Je sentais une complicité qui dépassait la simple amitié. Quand il s'est levé pour partir, ma mère l'a raccompagné jusqu'à la porte. Après quelques mots échangés, il lui a soudainement pris la main. Elle ne l'a pas retirée. À cet instant, mon cœur a raté un battement. La peur commençait à m'envahir. Ce n'était pas le fait qu'elle ait trouvé quelqu'un pour lui tenir compagnie. Au contraire, j'aurais dû m'en réjouir. Mais la situation était trop étrange, surtout avec cette histoire de grossesse à 62 ans. Toutes les paroles de ma mère résonnaient dans ma tête comme une énigme insoluble. La 5e nuit, j'ai activé la détection de mouvement de la caméra, configurée pour m'envoyer une alerte sur mon téléphone. Peu après 22 heures, mon téléphone a vibré, un mouvement détecté dans le salon. J'ai immédiatement lancé le direct. L'homme se tenait près de ma mère, une liasse de papier à la main. Elle a baissé la tête pour signer, une lueur d'inquiétude sur son visage. Il a pointé une partie du document en lui disant quelque chose, puis a jeté un regard furtif autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. J'ai retenu mon souffle. Une fois la signature apposée, ma mère lui a rendu les documents. Il les a rangés précautionneusement dans la poche intérieure de sa veste, puis a sorti d'une autre poche une enveloppe épaisse qui lui a tendue. Elle l'a prise et a hoché la tête en silence. À ce moment-là, ce n'était plus de la curiosité que je ressentais. C'était une peur grandissante. Quels étaient ces papiers? Pourquoi cet échange d'argent en pleine nuit? J'ai immédiatement envoyé un texto à ma femme. J'ai un imprévu. Je rentrerai un peu tard. Puis j'ai pris ma voiture et j'ai foncé vers la maison de ma mère. Mais quand je suis arrivé, la maison était silencieuse, comme si personne n'y était passé. Le portail était fermé et la plupart des lumières étaient éteintes. Lorsque ma mère m'a ouvert, son visage était serein. J'ai réprimé l'envie de la bombarder de questions, feignant une simple visite impromptue. J'ai regardé partout, mais il n'y avait personne d'autre. De retour chez moi, j'ai revisionné l'enregistrement. L'homme était parti juste après que j'ai quitté la maison. Avant de franchir la porte, il a posé une main sur l'épaule de ma mère, lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et elle a hoché la tête avec un sourire. Ce sourire m'a paru étrangement faux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'ai cessé de réfléchir. Étais-je trop méfiant? Ma mère était une femme, après tout, et elle avait le droit de trouver le bonheur. Mais l'enveloppe d'argent et les documents signés me hantaient. Cela ne ressemblait pas à une simple relation amoureuse. Et le plus important, si le bébé que ma mère portait avait un lien avec cet homme, je devais tout découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, sous prétexte d'un rendez-vous professionnel, pour ne pas éveiller les soupçons de ma femme, j'ai contacté un vieil ami, Marc, qui travaillait dans la sécurité informatique. Je lui ai demandé d'extraire des images plus nettes de la vidéo. Je voulais voir en détail le visage de l'homme et lire ce qui était écrit sur les documents. Mon ami a accepté de m'aider, mais il m'a averti. Sois prudent, Julien. Certaines vérités, une fois découvertes, ne permettent plus de retour en arrière. J'ai esquissé un sourire forcé, mais au fond de moi, un mauvais pressentiment grandissait. Je ne savais pas encore que la vérité que j'étais sur le point de découvrir allait tout changer. Cet après-midi-là, assis dans un café près de chez moi, j'attendais avec une anxiété fébrile des nouvelles de Marc. Le temps de décembre à Paris était glacial, mais mon esprit était en ébullition. Je n'arrêtais pas de regarder vers la porte, mon cœur s'emballant à chaque nouvelle personne qui entrait. Finalement, Marc est apparu, son ordinateur portable sous le bras. Son expression était bien plus grave que d'habitude. « Assieds-toi »,
J'ai fait un zoom maximal et j'ai nettoyé l'image. Hâté, il dit en posant l'ordinateur et en le tournant vers moi. Mais tu dois rester calme. J'ai hoché la tête, mes doigts serrant ma tasse de café au point que mes jointures blanchissaient. Marc a calé la vidéo sur la scène où ma mère signait les documents. Après traitement, l'image était beaucoup plus nette. Je pouvais lire l'entête du document. Acte de tutelle légale et de droit de succession. Juste en dessous, le nom du tuteur était clairement lisible. Alain Dubois. Un frisson m'a parcouru. Je n'avais jamais entendu ce nom. Ma mère ne me l'avait jamais mentionné. Plus bas sur le document, une autre mention m'a coupé le souffle. En qualité de tuteur pour le fœtus de Madame Sylvie Durand. Cet homme n'était pas seulement lié à ma mère. Il était désigné comme le tuteur légal d'un enfant qui n'était même pas encore né. Une tempête de questions s'est déchaînée dans ma tête. Pourquoi ma mère avait-elle signé un tel document? Quelle était leur véritable relation? Et à qui était réellement cet enfant? J'ai regardé Marc et, d'une voix rauque, j'ai demandé « Tu peux en savoir plus sur lui ?» Marc a acquiescé. J'ai déjà fait quelques recherches. Alain Dubois, 54 ans, ancien chauffeur routier. Il a déjà été poursuivi dans une affaire de litige successoral, mais a été relaxé faute de preuves. Il vit seul dans le coin. En entendant cela, une sueur froide a coulé le long de mon dos. Pourquoi un homme avec un tel passé apparaissait-il dans la vie de ma mère, précisément maintenant? Je me suis souvenu que quelques mois plus tôt, ma mère s'était plainte de sa santé et avait dit qu'elle aurait besoin d'aide pour le jardin. L'avait-il approché à ce moment-là? Je suis rentré chez moi le soir, mais mon esprit était ailleurs. Chloé, voyant mon air préoccupé, m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. J'avais peur qu'elle panique ou qu'elle en parle à quelqu'un par inadvertance. J'ai simplement marmonné « Des soucis au travail, ne t'inquiète pas ». Mais son regard insistant ne faisait qu'ajouter à la pression. Je savais que je ne pourrais pas lui cacher cela éternellement, mais avant tout, je devais obtenir des explications de ma mère. Le lendemain, j'ai acheté une corbeille de fruits et quelques provisions, et je suis allé chez elle de bonne heure. Elle m'a accueilli avec son sourire habituel. La maison était toujours aussi propre, mais j'ai remarqué une enveloppe blanche non ouverte sur la table du salon. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai demandé d'un ton neutre « Maman, tu as eu de la visite ces derniers temps ?» Elle a marqué une pause avant de répondre « Oh, quelques vieilles amies sont passées. À mon âge, c'est toujours agréable d'avoir un peu de compagnie. Tu sais. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé « Et qui est cet homme, Alain Dubois ?» Le regard de ma mère a changé instantanément. Elle a détourné les yeux, évitant mon regard. L'air dans la pièce est devenu lourd. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Après un long silence, elle a soupiré. « Alors, tu sais, » j'ai hoché la tête. Assise, les mains jointes, elle a commencé à parler lentement. C'est un homme très gentil qui m'a aidé une fois. Il y a presque un an, je suis tombé au marché. C'est Monsieur Dubois qui m'a emmené à l'hôpital et qui a veillé sur moi pendant quelques jours. Depuis, nous nous voyons de temps en temps. Je ne voulais pas t'en parler pour ne pas t'inquiéter. Et pour le bébé, ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme malgré mon cœur qui menaçait d'exploser. Ma mère s'est mordu la lèvre, les larmes au bord des yeux. C'était inattendu. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible à mon âge, mais quand j'ai appris la nouvelle, je suis resté assis, silencieux. Une partie de moi éprouvait de la pitié pour ma mère, qui vivait un choc émotionnel et physique immense à l'automne de sa vie. Mais une autre partie de moi bouillait de colère. Pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé plus tôt? Pourquoi s'était-elle liée à un homme comme Alain Dubois? Je lui ai demandé sans détour si elle était sûre de ses intentions. Après un long silence, elle a répondu « Je crois en la bonté des gens. On doit chérir ceux qui nous traitent bien. » Sa réponse, loin de me rassurer, n'a fait qu'amplifier ma crainte qu'elle soit manipulée, surtout connaissant l'existence de cet acte de succession. Je voulais tout lui dire, mais si je le faisais, ne penserait-elle pas que je m'ingérais dans sa vie privée? Cette nuit-là, j'ai décidé d'attendre encore un peu, mais je savais aussi que chaque jour d'attente augmentait le danger. J'avais le pressentiment que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière les apparences, quelque chose qui pourrait non seulement affecter ma mère, mais aussi ma propre petite famille. Cette nuit-là, en vérifiant à nouveau la caméra, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Cette fois, en plus d'Alain Dubois, il y avait une femme que je ne connaissais pas.
Elle devait avoir la fin de la quarantaine, les cheveux teints en rouge et une tenue voyante. Ils étaient assis à table avec ma mère et discutaient longuement. De temps en temps, la femme jetait des regards inquiets autour d'elle. Puis, elle a sorti de son sac une autre liasse de documents, les papiers qu'elle a posés devant ma mère. J'ai zoomé sur l'image et j'ai reconnu le logo d'une banque. Mon cœur s'est arrêté. N'allait-il pas la convaincre de signer un prêt ou une hypothèque? Alors que l'image se figeait sur mon écran, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre une seule seconde. La vérité que j'étais sur le point de révéler risquait de bouleverser toute notre famille, mais si je restais silencieux, je risquais de perdre ma mère d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. L'image de la femme aux cheveux rouges et des documents bancaires tournait en boucle dans mon esprit comme un cauchemar. Je me tournais et me retournais dans mon lit, entendant la respiration régulière de ma femme à côté de moi, mais mon esprit était en feu. Je savais que si je n'agissais pas maintenant, ma mère serait entraînée dans une spirale dont elle ne pourrait plus sortir, et tout deviendrait incontrôlable. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'emmener notre fils à l'école, avant de me diriger directement vers la maison de ma mère. Pendant tout le trajet, je réfléchissais à la meilleure façon de l'aborder sans qu'elle se mette sur la défensive. Quand je suis arrivé, le portail était entrouvert et j'entendais des voix à l'intérieur. Je me suis approché discrètement et je me suis caché près de la véranda. J'ai reconnu la voix de ma mère, celle d'Alain Dubois, et celle de la femme aux cheveux rouges de la veille. Ne vous inquiétez pas, Sylvie. Une simple signature ici, et l'argent sera débloqué. Qu'est-ce qui vous retient? La voix de la femme était mielleuse mais pressante. La maison est toujours à votre nom. Nous avons juste besoin des documents de garantie. Ma mère a gardé le silence un instant, puis a dit d'une petite voix, « Mais j'ai peur que mon fils l'apprenne. » Alain Dubois est intervenu, sa voix se voulant rassurante. « Votre fils s'y opposera, c'est certain. Mais c'est une excellente occasion d'obtenir des fonds pour la grossesse et de préparer l'avenir du bébé. Faites-moi confiance. » Dehors, une sueur froide coulait sur mon front. L'avenir du bébé. Il se servait de la vie dans son ventre pour la convaincre de signer des papiers qui pourraient lui faire tout perdre. N'en pouvant plus, j'ai poussé la porte et je suis entré. Les 3 personnes à l'intérieur se sont retournées, surprises. Ma mère, confuse, a balbutié. « Julien, que fais-tu ici à cette heure ?» Je me suis dirigé droit vers la table, le regard fixé sur les documents. Je suis venu savoir ce que ma mère est sur le point de signer. La femme aux cheveux rouges a rapidement rangé les papiers dans son sac et Alain Dubois s'est interposé, feignant le calme. « Ce sont des affaires d'adultes, jeune homme. Cela ne te regarde pas. » J'ai répliqué d'une voix basse et dure. « Vous n'êtes pas de ma famille. Alors ne me dites pas de quoi je dois me mêler. C'est ma mère. » La tension dans la pièce était palpable. Ma mère s'est levée et m'a pris le bras. « Julien, s'il te plaît, rentre chez toi. Je peux gérer ça. » Je l'ai regardé, les larmes montant aux yeux. « Maman, comment pourrais-je te laisser seule dans cette situation? Ces gens sont en train de te convaincre d'hypothéquer ta maison. Tu ne le vois pas? » Ma mère a vacillé, son regard s'est troublé. La femme aux cheveux rouges est immédiatement intervenue. « Vous faites erreur. C'est un petit prêt qui n'aura aucun impact sur la propriété. » Je me suis tourné vers elle, ma voix glaciale. « J'ai vu le logo de la banque sur vos documents. Et je sais que le terme « petit prêt » est souvent une jolie phrase pour cacher de grands risques. » Alain Dubois commençait à perdre patience. « Tu nous as espionnés, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu, le fixant droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'un homme serviable, mais celui d'un comploteur démasqué. Finalement, il a ricané. « Tu crois que tu peux nous arrêter? Ta mère te croit, toi, ou elle me croit, moi ?» Ces mots étaient comme des poignards dans ma poitrine. Ma mère le regardait, désemparée, puis s'est tournée vers moi, le regard plein de conflit. J'ai compris que continuer à discuter ne ferait que l'embrouiller davantage. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma colère, et j'ai dit « Maman, je t'en supplie, ne signe rien tant que je n'aurai pas tout vérifié. » Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis sorti, mais je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis arrêté au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Marc. Ma voix était basse et grave. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur d'éventuels prêts ou transactions immobilières au nom de ma mère. Et enquête en détail sur l'identité de cette femme aux cheveux rouges. » Marc a répondu sobrement,
Compris, je m'en occupe. Dans l'après-midi, Marc m'a envoyé un dossier. Je l'ai ouvert, le cœur battant à tout rompre. Le vrai nom de la femme était Corinne Mercier. Elle avait un casier pour courtage en prêts illégaux et était liée à un réseau d'escroquerie ciblant les personnes âgées isolées. Leur méthode consistait à approcher des aînés seuls, leur promettre des prêts à faible taux, puis utiliser des contrats complexes pour leur faire hypothéquer leurs biens. J'ai serré les documents, mes mains tremblaient. Ma mère était tombée dans un piège parfait. Et le plus déchirant, c'est qu'elle faisait confiance à la personne qui l'y avait conduite. Ce soir-là, je suis retourné chez ma mère. Alain et Corinne n'étaient pas là. Ma mère était assise seule dans la cuisine, les yeux vides. En me voyant, elle a dit doucement « Ils sont partis ». Je me suis assis en face d'elle et j'ai posé le dossier sur la table. « Maman, j'ai fait des recherches. Voici tout ce que j'ai trouvé sur ces gens. » Ma mère a pris les papiers, a lu quelques lignes, puis les a reposés. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Comment peux-tu être sûr que ce sont de mauvaises personnes? Ils m'ont tellement aidé. » La gorge nouée, j'ai dit. « Et s'ils faisaient semblant de t'aider pour te prendre ta maison? » Maman, je sais que tu te sens seule. Mais tous ceux qui s'approchent de toi ne te veulent pas forcément du bien. Papa est parti depuis longtemps, mais je ne veux pas te perdre toi aussi de cette manière. À mes mots, les larmes de ma mère ont commencé à couler. Elle a tourné la tête, silencieuse. Je savais qu'une tempête faisait rage en elle. Peut-être n'avait-elle pas encore le courage d'admettre qu'elle avait été la victime d'un complot. Mais au moins, j'avais semé une graine de doute dans son esprit, et c'était peut-être le début de son salut. Cette nuit-là, j'ai décidé de prendre une mesure plus audacieuse. Au lieu de simplement surveiller par caméra, j'allais enregistrer et filmer toutes les conversations entre ma mère et ces deux individus pour obtenir des preuves irréfutables. Je savais que lorsque la vérité éclaterait, ma mère ne pourrait plus leur faire confiance. Mais je réalisais aussi que pour en arriver là, je devais affronter une réalité encore plus douloureuse. Après avoir quitté ma mère ce soir-là, je me suis précipité dans un magasin d'électronique, tenu par une connaissance, et j'ai acheté un minuscule enregistreur audio et une caméra espion, en forme d'horloge murale. Sur le chemin du retour, mon cœur battait la chamade, un mélange de tension et d'inquiétude. Je savais que je m'engageais dans une confrontation sans compromis. La moindre erreur pourrait mettre en danger non seulement ma mère, mais moi aussi. Le lendemain matin, prétextant devoir vérifier les luminaires et les prises électriques, je suis passé chez ma mère. J'avais apporté la nouvelle horloge, l'air de rien. Elle n'a eu aucun soupçon et était même contente de remplacer sa vieille horloge. Je l'ai accrochée en plein centre du mur du salon, là où toutes les conversations avaient lieu, et j'ai dissimulé l'enregistreur dans le tiroir de la table basse. Ce jour-là, j'ai déjeuné avec ma mère. Un repas simple, du poisson grillé et quelques légumes, mais je sentais qu'un mur invisible s'était dressé entre nous. Elle évitait toute mention d'Alain et Corinne, et j'agissais le plus normalement possible pour ne pas l'alerter. Le soir, de retour chez moi, j'ai connecté la caméra espion à mon téléphone. Je l'ai réglée sur l'enregistrement continu, avec une alerte en cas de détection de mouvement. Vers 21 heures, l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé. J'ai immédiatement activé le direct. Sur l'image, Alain Dubois et Corinne Mercier étaient assis en face de ma mère. Une nouvelle liasse de papier était posée sur la table. Grâce à l'enregistreur, la voix de Corinne était parfaitement claire. « Madame Durand, ceci est le contrat de garantie du prêt. Une signature, et vous recevrez une somme importante de la banque d'ici quelques jours. » Ma mère hésitait. Mais comme je vous l'ai dit, je préférerais attendre encore un peu. Mon fils, Alain a immédiatement interrompu, sa voix basse et insistante. Votre fils ne sait rien, il ne pense qu'à lui. Et le bébé dans votre ventre? Voulez-vous vraiment que rien ne soit prêt quand il arrivera? En entendant cela, mon sang n'a fait qu'un tour. Ils utilisaient le prétexte du bébé pour la pousser à signer un piège mortel. Et puis, quelque chose que je n'avais absolument pas prévu s'est produit. Corinne a ricané et a baissé la voix. En réalité, ce bébé n'est pas aussi inattendu que vous le pensez, madame. C'est nous qui avons tout planifié depuis le début. Je suis resté figé, un bourdonnement dans les oreilles. Ma mère était pétrifiée par le choc. Qu'est-ce que vous racontez? Alain lui a tapoté gentiment l'épaule. Sylvie, je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Mais c'était un plan pour notre avenir. Cet enfant sera le lien qui nous unira.
Il a marqué une pause, jetant un regard à Corinne. Et il nous aidera à obtenir les fonds plus facilement. Ma mère a repoussé sa main, sa voix tremblante. Vous vous êtes servi de moi? Le ton de Corinne a changé, devenant immédiatement menaçant. Vous devriez bien réfléchir à ce qui se passera si vous ne signez pas. Si cette histoire s'ébruite, comment les gens du quartier vous regarderont? Une grand-mère de 62 ans qui tombe enceinte? Vous voulez subir les moqueries et les regards de tout le voisinage? Je serrai mon téléphone, tremblant de rage. Tout était clair maintenant. L'approche d'Alain, la fausse romance, l'arrivée de Corinne avec la solution financière. Tout faisait partie d'un plan méticuleux. Que le bébé dans le ventre de ma mère soit réel ou non, il n'était pour eux qu'un pion sur un échiquier. Ma mère avait la tête baissée, les mains jointes. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Je savais qu'elle menait un combat intérieur terrible. Alain a continué à la persuader. Je vous le promets. Signez, et je vous emmènerai loin d'ici, où personne ne saura rien. Je savais que si je laissais passer quelques minutes de plus, ma mère risquait de céder. Je suis sorti de chez moi en courant, et j'ai foncé vers sa maison sous une pluie battante. Le trajet n'a duré que 10 minutes, mais ce furent les plus longues de ma vie. Quand j'ai fait irruption, les trois se sont retournés, stupéfaits. Des gouttes de pluie tombaient de mes cheveux. J'ai regardé Alain et Corinne droit dans les yeux, ma colère incontrôlable explosant. Je viens d'entendre et d'enregistrer toute votre conversation. Vous pensiez pouvoir faire chanter ma mère? Le visage de Corinne est devenu blême. Alain essayait de garder son calme. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la lecture de l'enregistrement. Leurs voix ont résonné clairement dans la pièce. Le visage de ma mère était livide, ses lèvres tremblaient. Alain a bégayé, et Corinne s'est levée précipitamment. Je dois y aller. Elle a regardé Alain. Allons-nous-en. Mais j'ai fait un pas en avant, leur barrant le passage. Allez où vous voulez. Mais demain, j'irai au commissariat avec cet enregistrement. Ils se sont regardés, puis sont partis en silence, non sans me lancer un regard plein de haine. Quand la porte s'est refermée, ma mère s'est effondrée sur sa chaise en larmes. Julien, tu as tout entendu. Je me suis agenouillé à côté d'elle, et je lui ai pris la main. Maman, pour une fois, fais-moi confiance. Ces gens ne t'aiment pas, ni toi ni le bébé. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ma mère a caché son visage dans ses mains, secouée de sanglots. Je savais que ses larmes étaient un mélange de douleur, de honte et de regret. Mais je savais aussi qu'à partir de maintenant, je devais être à ses côtés et la protéger, quoi qu'il arrive. De retour chez moi cette nuit-là, j'ai réécouté l'enregistrement. Chaque mot était comme une lame de couteau qui s'enfonçait profondément dans ma poitrine. Je ne connaissais pas la vérité sur le bébé, mais j'étais certain que pour résoudre ce problème, je devais aller au fond des choses. Même si cela signifiait affronter la vérité la plus douloureuse qui soit. Les jours suivants, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de ma mère, le visage dans les mains, en larmes, me revenait. Un mélange de pitié pour elle et de fureur envers eux me tenaillait. Je voulais la serrer dans mes bras, mais en même temps, je voulais déterrer la vérité pour mettre fin à cette menace. Mais plus j'y pensais, plus une question me hantait. Ce bébé existait-il vraiment? Ou n'était-ce qu'une autre pièce du complot d'Alain et Corinne? Je savais qu'une grossesse naturelle à 62 ans était quasiment impossible, mais je ne pouvais pas tirer de conclusion hâtive. Si c'était vrai, la santé de ma mère était en grand danger. Si c'était faux, cela signifiait qu'ils avaient monté une mise en scène élaborée pour la tromper. Dans un cas, comme dans l'autre, je devais en avoir le cœur net. Le lendemain matin, j'ai acheté une corbeille de fruits et des compléments alimentaires et je suis allé chez ma mère. Elle avait les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit et semblait épuisée. Je lui ai parlé le plus doucement possible. « Maman, viens avec moi à l'hôpital aujourd'hui. Quelle que soit la situation, ta santé passe avant tout. » Au début, elle a refusé, prétextant avoir trop à faire ou ne pas vouloir aller si loin. Mais j'ai été ferme. J'ai dit sans détour. « Si tu ne viens pas, je ferai venir un médecin ici. Mais je veux un résultat clair, pour que plus personne ne puisse se servir de cette histoire pour te tourmenter. » En entendant cela, ma mère est restée silencieuse un instant, puis a hoché la tête. J'ai poussé un soupir de soulagement et je l'ai emmenée dans une clinique de gynécologie réputée en ville, où travaillait une amie de ma femme.
Le docteur Lebrun, l'ami de Chloé, a froncé les sourcils en lisant le dossier et en écoutant mon bref résumé de la situation. À son âge, si elle est vraiment enceinte, les risques de complications sont extrêmement élevés. Mais je vais faire un examen approfondi. J'ai attendu dehors, le cœur battant d'anxiété. Le moindre bruit venant de la salle d'examen me faisait sursauter. Environ 30 minutes plus tard, le docteur Lebrun m'a appelé. Ma mère était assise sur une chaise, l'air perdu. Le médecin m'a regardé et a dit d'une voix sérieuse: « J'ai fait une échographie et des analyses sanguines de base. Le résultat est formel. Votre mère n'est pas enceinte. » J'étais abasourdi. « Mais c'est impossible. » Elle m'a dit qu'un autre médecin l'avait confirmé. Le docteur a soupiré. Il est possible que quelqu'un ait délibérément posé un faux diagnostic ou utilisé quelques subterfuges pour lui faire croire. Les analyses actuelles ne montrent absolument aucun signe de grossesse. Au contraire, tout indique qu'elle est ménopausée depuis longtemps. Je me suis tourné vers ma mère. Elle avait la tête baissée, les mains tremblantes posées sur ses genoux et des larmes coulaient sur ses joues. Elle a murmuré: « Alors, tout n'était que mensonge ?» Je me suis approché et je lui ai serré la main. « Maman, c'est la vérité. Ces gens ont utilisé cette histoire pour abuser de ta confiance. » Elle a pleuré plus fort, un mélange de colère et de honte. Je ne lui en voulais pas. Les personnes âgées, seules, peuvent facilement ouvrir leur cœur à la moindre attention et s'accrocher à une chaleur qu'elles croient sincère. J'étais surtout triste qu'elle ait dû supporter ce choc toute seule. Après avoir quitté la clinique, j'ai ramené ma mère chez elle et je lui ai dit de se reposer. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. La prochaine étape était de prouver qu'Alain et Corinne avaient inventé toute cette histoire pour l'escroquer. Leur simple dénégation ne suffirait pas, ils pourraient trouver un autre moyen de la piéger. Ce soir-là, j'ai contacté Marc et je lui ai tout raconté. Après un silence, il a dit: « C'est une technique de fraude classique. On crée une situation de crise pour la victime, puis on se présente comme la solution, tout en posant un piège. Je vais chercher le premier maillon de la chaîne. » 3 jours plus tard, Marc m'a envoyé plusieurs photos et une courte vidéo. Sur les photos, on voyait Alain et Corinne dans un café en train de discuter avec un homme inconnu. Dans la vidéo, au cours d'une discussion animée, ils sortaient un papier qui ressemblait à une échographie. J'ai tout de suite reconnu le format. C'était le même que celui que ma mère m'avait montré le jour où elle m'avait annoncé la nouvelle. Je les ai vus par hasard la semaine dernière, et j'ai pris ces clichés, a expliqué Marc au téléphone. Ce type est un technicien en échographie dans une petite clinique. Il a déjà été accusé de falsifier des résultats d'examen. J'ai serré le poing. Tout devenait limpide. Ils avaient falsifié une échographie pour faire croire à ma mère qu'elle était enceinte. Et sous ce prétexte, ils tentaient de mettre la main sur ses biens via un contrat de prêt déguisé. Je savais que je devais agir vite, avant qu'ils ne trouvent une autre proie ou ne fassent disparaître les preuves. J'ai discuté avec Marc. « Peux-tu organiser une rencontre pour que nous puissions enregistrer une conversation où ils admettent leur plan ?» Marc a hoché la tête. « D'accord, mais il faudra que quelqu'un se fasse passer pour un client ou un partenaire potentiel pour leur soutirer des informations. » En entendant cela, j'ai immédiatement pensé à ma femme. Chloé. Sa sécurité m'inquiétait, mais Chloé était intelligente et avait une grande capacité d'adaptation. Quand je lui ai tout raconté, elle a réfléchi un instant puis a dit: « Je le ferai, à condition que toi et Marc restiez à proximité, au cas où. » Le plan a été rapidement mis en place. Chloé se ferait passer pour une femme d'âge mûr, récemment veuve, disposant d'une somme d'argent importante qu'elle souhaitait investir à l'insu de ses enfants. Cet appât allait certainement intéresser Corinne. Le jour du rendez-vous, Marc et moi étions assis dans un coin discret du café. Tout notre équipement d'enregistrement était prêt. Quand Corinne est arrivée, son visage arborait un grand sourire, bien différent de celui qu'elle avait lors de notre confrontation. La conversation s'est bien déroulée. Chloé a habilement amené le sujet en parlant d'une amie qui, grâce à l'aide de Corinne, avait réussi à obtenir un prêt en simulant une grossesse tardive. Corinne a souri, encore plus mielleuse. « Comment s'appelle votre amie ? Je traite tellement de dossiers que je ne me souviens pas de tout. Mais vous savez, même les femmes âgées peuvent tomber enceintes. Il suffit que les papiers soient en règle,